Bon, bah, c'est parti. Du coup, voilà. Voilà. L'idée, c'était un peu comme je te disais, de partir de la terre, de expliquer vraiment de quoi on parle au niveau botanique aussi, de l'histoire de cette plante, et arriver jusqu'au consommateur voilà, avec un éclairage quand même qui est relativement scientifique et du coup qui pourra servir de support aussi à différents praticiens que vous êtes, mais aussi aujourd'hui, pour info, on est de plus en plus distribués, nous, en pharmacie, en parapharmacie. Et c'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps d'être formés ou ils se retrouvent confrontés à des clients qui leur demandent des renseignements sur un produit voilà, qui va quand même nécessiter une certaine pédagogie. Donc, c'est vraiment un support, moi, qui peut être destiné aussi à de la formation pour toutes ces personnes-là. En quelques mots, du coup, vous comprenez aussi un petit peu d'où je parle et qui je suis. Moi, je suis Frédéric, je suis le cofondateur de ARPA, donc que j'ai confondé avec mon ami Mathieu. À la base, j'ai une formation d'ingénieur et pas du tout dans le domaine botanique ou agricole. Je suis ingénieur dans les télécommunications. Donc, bon, il y a quelques analogies avec vous le verrez, avec l'action du CBD sur notre organisme, mais bon, ça s'arrête là. Et en fait, je suis actif en fait dans le monde du chanvre à titre vraiment professionnel depuis 2016. Je suis revenu m'installer dans le sud-ouest à ce moment-là. J'ai quitté Paris, une ville dans laquelle j'ai vécu assez longtemps. Et en fait, en retournant dans le sud-est de la France, donc en 2016, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Vincent Lartisien, qui est un des pionniers dans le domaine du chanvre alimentaire, c'est-à-dire c'était une personne qui cultive le chanvre pour la graine. Et du coup, voilà, le projet à cette époque-là était vraiment à son tout début. Aujourd'hui, c'est un projet qui est vraiment pionnier et vraiment leader en France. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer des documentaires, des reportages sur leur projet qui est top hein, et qui est basé donc pas loin de chez moi. Et donc voilà, eux, ils sont spécialisés dans l'exploitation de la graine pour en faire des aliments, donc l'huile de graine de chanvre, des protéines, les différents sous-produits de la graine. Et à ce moment-là, moi, je me suis vraiment passionné pour le sujet, que je connaissais, on va dire, en partie, surtout pour les usages récréatifs hein, du cannabis et du chanvre. Et j'avais trop posé de questions sur la façon, voilà, tous les usages qu'il y avait autour de cette plante. Et donc, voilà, mon travail aussi était de faire beaucoup de pédagogie à plein de publics différents et de sensibiliser le grand public à l'usage et à la consommation du chanvre sous forme de graines, mais aussi tous les autres usages. Donc, c'est vraiment le début pour moi de ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2016, on parlait très peu du CBD en France et en Europe. Moi, je regardais du coup beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada, en Israël. Et c'est là, vraiment à ce moment-là, que j'ai découvert cette molécule dont on parlait beaucoup là-bas, le CBD. Je voyais que c'était très utilisé dans plein de domaines au niveau médical, qu'il y avait beaucoup de recherches. Et m'a vraiment donné envie à ce moment-là de me lancer dans l'aventure en voyant qu'il y avait encore un marché qui était complètement à créer en France. Et donc, c'est partant de ce constat-là, en 2018, qu'on se décide à lancer le projet, vraiment à le structurer. Après avoir finalement testé les produits sur nous, avoir essayé de comprendre comment le CBD agissait, mais pas que en théorie, mais aussi en pratique. Hein. Donc, tout simplement, moi, j'ai testé beaucoup de produits. J'ai testé des crèmes, des baumes sur mon entourage, sur ma mère, qui avait voilà, des soucis d'arthrose, des choses comme ça. Essayer de comprendre vraiment si ce qu'on pouvait lire dans les études et ce qu'on pouvait voir dans les témoignages était confirmé dans la vraie vie. Et c'est vrai que ça a souvent été à la hauteur de ce qu'on attendait. Du coup, on a vraiment décidé à ce moment-là de se lancer à fond. On est du coup deux associés. Après, on travaille avec pas mal de proches aussi, d'autres sur les différents sujets. Mais on reste une petite structure. Notre volonté aujourd'hui, c'est quand même de rester très proche aussi des usagers, d'être disponible. On va en parler, mais vraiment aussi notre philosophie, c'est d'essayer d'avoir des produits les plus proches de ce qu'on va trouver dans la nature, dans la plante. Euh, Pas essayer d'être dans trop de superflu marketing, mais d'être vraiment sur les produits les plus efficaces et voilà, les plus naturels et aussi associer ça avec beaucoup de pédagogie, créer vraiment une communauté autour de ce sujet pour vraiment bénéficier d'échanges et de partage et voilà, la connaissance qui reste pour moi le socle aussi de ce projet, quoi.
Donc voilà, Arpa, Arpa, ça veut dire l'herbe, la plante en gascon, gascon hollandais, qui est notre dialecte historique de notre région des Landes et qui est là donc, où on habite. Donc juste à côté de l'océan, on a beaucoup de chance de vivre ici. Euh, voilà, pour repartir un petit peu aussi de la base, de savoir de quoi on parle. Voilà, on parle d'une plante à la base hein, qui est le chanvre. Le chanvre, il faut savoir que ça a été utilisé depuis plus de 10 000 ans par les hommes. Donc, dans toutes les civilisations, quasiment toutes les grandes civilisations à travers le monde, on va retrouver des usages de cette plante qui est une des premières qui a été domestiquée hein, par les hommes. On trouve des traces d'il y a plus de 10 000 ans, donc chez les Chinois notamment, qui utilisaient déjà la fibre pour en faire des cordages du textile. Voilà, tout au cours de l'histoire, comme je le disais, on va retrouver des usages chez les Chinois, les Égyptiens, hein, on va retrouver aussi des cordages à base de fibres de chanvre, même sur les sites de construction des pyramides. Les Arabes qui l'utilisaient aussi pour la fibre aussi, pour en faire du papier. Quand on se penche sur l'histoire des États-Unis, donc sur la conquête et après les pères fondateurs des États-Unis, il faut savoir que le chanvre à l'époque était une des matières les plus récoltées. On pouvait même payer ses impôts grâce à ces récoltes de chanvre. Voilà, même les pères fondateurs, comme je disais, George Washington et consorts, étaient eux-mêmes propriétaires de terres sur lesquelles on cultivait du chanvre. Donc, c'était quelque chose qui était super, super établi à l'époque. On a par exemple aussi Gutenberg qui a imprimé sa première Bible sur du papier de chanvre. Donc tout au long de l'histoire, le chanvre en fait est une plante a été très très présente. On a des coups, des premiers textiles aussi, hein, les textiles les plus résistants qui ont été concoctés à base de chanvre aussi, juste dans les premiers siècles de notre ère. Il faut savoir que les cordages des bateaux qui permettaient aussi d'aller conquérir les nouvelles terres étaient faits en fibre de chanvre. Donc, toutes les conquêtes voilà, de l'Amérique, de l'Afrique, tout ça, ont souvent été ont été rendus possibles grâce à la culture de chanvre et tous les bateaux en fait pour les voiles et les cordages étaient faits de 80 tonnes environ par bateau de chanvre. Donc c'était vraiment une matière première hyper stratégique jusqu'au début du XXe siècle. Ce qu'on voit avec le chanvre, c'est aussi qu'il y a des applications dans tous les domaines. Donc, l'alimentation, j'en ai parlé rapidement. Donc, il faut savoir que la graine de chanvre, c'est une graine qui est un super aliment hein, dans lequel vous avez des protéines qui sont très très bien assimilées par l'organisme. On a un profil aminé complet dans ces graines. On a aussi des graines qui sont très riches en oméga 3 avec un équilibre oméga 3 oméga 6 qui est de 1,3. Donc c'est vraiment l'équilibre parfait entre les deux. Donc c'est vraiment une huile que vous pouvez utiliser en cuisine, voilà, en assaisonnement par exemple, qui va être super intéressante hein, pour votre apport d'acides gras essentiels. En lien avec ça, du coup, on a le plan santé forcément thérapeutique, donc on va développer aujourd'hui avec les cannabinoïdes et les autres principes actifs. Après, on a toute la partie fibre aussi, hein, qui est du coup super intéressante dans le chanvre. Donc, on peut en faire des textiles. C'est des textiles qui vont être antifongiques, anti-UV, antibactériens. Donc, c'est des textiles qui sont respirants, qui sont très, très agréables à porter. C'est un domaine là, qui est vraiment en train de se développer et qui va risquer d'être très, très prometteur, à savoir aussi que le chanvre, pour faire un t-shirt en chanvre, il faut 100 fois moins d'eau que pour un t-shirt en coton. Donc, on est voilà, sur une culture qui est très, très saine. Les fibres de chanvre vont être utilisées dans la construction aussi, donc pour construire des bâtiments, de l'isolation, faire du béton. On peut en faire du papier, de la plasturgie, de l'énergie. On peut faire de la biomasse et de l'essence avec le chanvre. Voilà, je vous ai remis quelques petits exemples qu'on n'attendait pas forcément, qu'on n'associe pas forcément avec le chanvre. Hein. Bon, voilà, des baskets, des draps qui sont super agréables à utiliser, qui sont faits par un confrère qui est dans le Pays Basque, qui s'appelle Couleur Chanvre. Là, vous avez une brique qui est faite en chanvre avec lesquelles on peut construire des maisons saines et respirantes. Et par exemple, là, dans une voiture qui est une Mercedes, je crois, là, vous voyez à droite tout ce qui est fait en chanvre. C'est des panneaux
qui vont servir dans l'habitacle de la voiture. Et c'est souvent aussi des matériaux qui vont être utilisés dans l'aviation parce qu'ils sont très résistants, ignifuges et très légers, quoi. Euh, pour revenir plus spécifiquement au sujet qui va nous intéresser, là, c'est la partie médicale. Il faut savoir du coup que le chanvre et le cannabis sont utilisés au niveau médical depuis des millénaires aussi. On trouve des premières traces de l'usage documentation de l'usage du cannabis dans la médecine chez les Chinois en 2500 avant Jésus-Christ déjà. On a aussi des traces chez les Égyptiens qui l'utilisaient déjà pour ses vertus anti-épileptiques, antidouleurs. Chez les Grecs aussi, les femmes l'utilisaient notamment pour les douleurs postpartum. On a des traces aussi d'usage chez les Romains aussi qui l'utilisent pour ce qu'ils vont appeler certaines formes de démence, certaines formes d'épilepsie aussi à ce moment-là. Tout ça, c'est des choses qui sont assez bien documentées. Donc, on va avoir des usages déjà voilà, tout au cours de l'histoire de différentes formes de la plante. On a aussi plein d'usages qui vont être au niveau spirituel. On trouve plein de traces du chanvre dans la Bible, dans le Coran et dans tous les documents voilà, spirituels fondateurs. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout en marge à l'époque. C'est des choses qui sont très documentées. On va retrouver aussi des traces en France, hein, sous Charlemagne aussi, où la culture était très très, très, très répandue, mais aussi au niveau de la fleur de chanvre, en fait, même sous Napoléon, pendant ses conquêtes d'Égypte. Voilà, on a eu des soldats qui sont revenus à l'époque avec des variétés de chanvre qui pouvaient être psychotropes. Et donc en France, à cette époque-là aussi, on trouve déjà des usages de cette plante. On a un usage très célèbre aussi qui est celui de la reine Victoria en Angleterre au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Qui était donc, une reine qui a régné pendant une centaine d'années, qui avait des énormes problèmes de douleurs menstruelles, qu'elle n'arrivait à soigner avec rien d'autre que du chanvre indien qui lui était ramené des colonies indiennes de l'époque, colonies anglaises du coup en Inde. Et voilà, donc ça c'est aussi des petites anecdotes, mais qui montrent déjà que le chanvre en fait était tout au cours de l'histoire déjà en fait un médicament, un ingrédient fondamental voilà, de la pharmacopée. Très documenté, qui posait aucun problème, qui était utilisé par tout le monde, par les enfants, et qui était même un des ingrédients majeurs en fait des médicaments jusqu'au début du XXe siècle. Hein, les plus grands laboratoires comme Merck qui existent encore aujourd'hui, l'utilisaient au même titre que de l'alcool et les opiacés. C'était vraiment, ça faisait partie des ingrédients les plus utilisés des médicaments, et c'était recommandé pour traiter plein de maladies, plein de troubles. Ça aussi, c'est des listes que vous pouvez trouver et qui paraissent assez surprenantes aujourd'hui, alors on a l'impression qu'on a fait un bond en arrière en se passant de tout ça. Alors que c'était des choses qui étaient déjà bien comprises à l'époque. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début du XXe siècle, sous pression de lobbies pharmaceutiques, de la pétrochimie, de la papeterie, et tout ça en lien avec des manias de la presse aussi, qui déjà pouvaient manipuler l'opinion à cette époque-là, on a clairement une diabolisation du cannabis qui aboutit en 1937 à un décret, une loi qui va taxer énormément toutes les productions et la culture en fait de chanvre, hein, qui était très répandue aux États-Unis. Et en fait, du coup, ça devient pas du tout intéressant de cultiver du chanvre, voire même ça devient presque interdit progressivement. Et son usage du coup en tant que médicament aussi est interdit à ce moment-là, sur aucun fondement médical. Hein, on est vraiment là sur quasiment des décrets d'ordre politique. Et tout ça aboutit même, du coup, en 1961 à la classification au niveau international du cannabis comme une drogue de niveau 1, c'est-à-dire une substance qui n'a aucun intérêt d'un point de vue médical
et qui est hautement addictive, voilà, donc hyper dangereuse. Et c'est au même titre, elle est classée plus dangereuse que les opiacés, que la cocaïne, que l'héroïne. Donc on est vraiment sur le top des substances dangereuses. Tout ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, à partir des années 60, alors que la recherche était très prometteuse, commençait à être très prometteuse autour de ce sujet, et on a une coupe énorme, voire une absence totale de financement de la recherche. Et du coup, voilà, on a surtout une disparition des usages médicaux du cannabis à ce moment-là. Et ce qui va amener cette situation qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire une diabolisation, une sortie complète de cette plante dans des usages médicaux, et ce qui explique qu'on a aujourd'hui quand même un gros retard. Tout ça jusque dans les années, voilà, on a quand même en fait des résistants à l'époque, notamment en Israël, qui commencent à s'intéresser dans les années, à la fin des années 60 aussi, sur l'action des principes actifs. Et on va avoir quand même, voilà, des mouvements qui vont en fond continuer à faire de la recherche, à pousser les usages au niveau médical. Et on va surtout avoir un public, des consommateurs qui vont continuer à l'utiliser pour eux parce qu'ils savent que c'est une plante qui leur permet à titre personnel de trouver un certain équilibre. Et c'est aujourd'hui aussi beaucoup sur cette connaissance collective qu'on peut s'appuyer, quoi. Euh, donc voilà, là, pour finir un petit peu ce focus d'un point de vue botanique, parce que voilà, des fois ça peut être un petit peu confus aussi. On parle de chanvre, on parle de cannabis, on parle de CBD, on parle de tout ça, mais qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, à la base, il y a qu'une plante qui s'appelle Cannabis sativa L. Donc ça, c'est le nom botanique de la plante, le nom latin. Et en fait, comme pour toutes les espèces, il y a plein de variétés. Il y a plein voilà, de variétés, comme dans les tomates, les pommes et tout ça. En général, on va donner le nom de chanvre aux variétés qui vont être plutôt cultivées pour leurs fibres, pour leurs graines, voilà, pour des usages industriels. Et dans le langage un peu courant, on va souvent donner le nom de cannabis, marijuana aux États-Unis, pour les variétés qu'on va plutôt utiliser pour le côté médical, voire récréatif. Mais voilà, il faut savoir qu'à la base, chanvre, cannabis, c'est la même plante. Quand vous voyez des champs de chanvre en France pour la fibre ou pour la graine, c'est du cannabis. C'est juste des variétés qui vont être différentes, qui vont exprimer, voilà, qui vont avoir d'autres caractéristiques, qui vont souvent avoir des très grandes tiges et très peu de fleurs, par exemple. Certaines vont être très riches en graines, d'autres moins. Donc voilà, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va pouvoir distinguer les sous-variétés. Le chanvre, c'est une plante annuelle, c'est-à-dire que elle va, il y a des graines qui vont pousser, qui vont germer et qui vont donner une plante au bout de 100 jours chaque année et qui vont mourir et qui vont du coup être ressemées naturellement ou manuellement du coup l'année suivante. Et en général, en France ou les latitudes françaises, on a une plante qui pousse à peu près du mois d'avril-mai jusqu'au mois de septembre-octobre, pour donner une idée. On a des plantes mâles et des plantes femelles au niveau naturel, c'est-à-dire des plantes qui vont produire des fleurs et qui vont être pollinisées et qui vont du coup pouvoir produire des graines. C'est sur ces plantes femelles, donc aussi dans la fleur des plantes femelles, qu'on va avoir la production des principes actifs dont je vais vous parler plus tard. Et ces plantes femelles aussi qu'on va retrouver, ces fleurs femelles qu'on va retrouver dans les CBD shops ou que vous allez pouvoir fumer notamment. C'est donc ces plantes femelles dans lesquelles il n'y a pas de graines. C'est des plantes femelles qui n'ont pas été féminisées, qui ont permis d'exprimer un maximum de principes actifs dans la fleur. On a une plante qui est aussi super intéressante d'un point de vue écologique. Parce que le chanvre, comme vous le disiez, pour les t-shirts, les fibres, c'est une plante qui va nécessiter relativement peu d'eau par rapport à plein d'autres plantes. Ça nécessite peu d'intrants, c'est-à-dire peu de pesticides, pas de pesticides, pas d'engrais à proprement parler. Quand vous la laissez pousser dans un champ, si les conditions sont réunies, si le sol est assez riche, c'est une plante qui peut pousser assez bien au niveau naturel.
C'est une plante aussi qui capte beaucoup de CO2, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Et c'est une plante aussi qui est rémédiatrice, c'est-à-dire qu'elle va permettre potentiellement de nettoyer des sols pollués. Donc, on va l'utiliser même sur des sites qui ont été pollués au niveau radioactif, avec des métaux lourds. Donc, on a les racines du chanvre vont permettre aussi d'être super rémédiatrices, c'est-à-dire vraiment absorber les déchets voilà, et les éliminer d'une certaine façon. Donc ça, on a des sites comme à Tchernobyl, comme au Japon, sur le site de Fukushima, où ils ont utilisé le chanvre, pour nettoyer ces sites. Donc ça, c'est quand même aussi hyper important à avoir en tête. Et c'est aussi une plante, du coup, qui pousse partout. Le chanvre, ça pousse sous toutes les latitudes. Ça peut pousser dans votre jardin, comme ici en France, comme voilà, sous les tropiques. Donc, après, les variétés vont être un petit peu différentes, mais c'est aussi du coup une plante locale par définition. C'est vraiment une plante qui s'intègre très aisément à des circuits courts, quoi. Donc dans la plante, il y a plusieurs parties. On a la tige, donc c'est ce que moi je tiens dans la main. Donc là, on peut avoir des plantes qui peuvent mesurer jusqu'à 3, 4, 5, 6 mètres de haut. Donc c'est dans ces tiges-là qu'on va avoir de la fibre qui va être utilisée pour le textile, pour la construction. Et on a donc la partie graine. Donc ça, c'est la partie donc dans la fleur. Une fois qu'elle a été fécondée, à la fin de son cycle, elle va produire des graines. Donc ces graines-là vont être principalement utilisées dans l'alimentation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a cette partie vraiment, cette sommité fleurie, comme on les appelle. Donc c'est vraiment là où on a donc là, dans la fleur, au sommet de la plante, et dans la fleur et donc dans les feuilles aussi qui sont proches, on va avoir tous les principes actifs qui vont nous intéresser aujourd'hui, qui sont très intéressants d'un point de vue thérapeutique et médical. Du coup, dans cette fleur, je vais vous parler aujourd'hui surtout de deux grandes familles de principes actifs, et les premiers que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui sont les terpènes. Donc les terpènes, en fait, là, ils sont produits dans des glandes, donc là, sur lesquelles j'ai zoomé sur la photo. Ces glandes-là, ça s'appelle les trichomes. Donc ça, c'est vraiment quand vous regardez une fleur de cannabis ou une feuille assez proche, vous allez voir là ces petites sortes de champignons un peu gluants qui sont en fait des petites usines de production des principes actifs. Donc c'est là que tout se joue. Ça, à l'état naturel, en fait, c'est des parties de la plante qui sont hyper importantes parce qu'elles vont permettre, par exemple, de repousser certains agresseurs, certains types de parasites, certains champignons, ou au contraire, elles vont permettre d'attirer par exemple, des insectes qui vont venir protéger se nourrir de choses qui pourraient attaquer la plante. Donc, c'est des parties très, très intéressantes. C'est des parties qui sont aussi, c'est des glandes qui qui vont protéger des UV, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là où la plante va exprimer tous ses principes actifs. Donc, on a, comme je vous disais, les terpènes. Donc, les terpènes, c'est un peu comme des huiles essentielles. C'est ce qui va donner notamment l'odeur à la plante de cannabis. C'est pour ça que le cannabis a une odeur si caractéristique. Certaines variétés vont sentir le citron, d'autres vont sentir le musc, la terre, d'autres vont sentir la lavande, d'autres vont sentir le pin. Et tout ça, en fait, c'est pas lié au CBD, c'est pas lié au THC, c'est lié aux terpènes. Les terpènes, on les trouve dans la majorité des fleurs et des végétaux. Hein. C'est juste que le cannabis est capable d'en exprimer énormément. C'est certainement la plante qui peut en exprimer le plus. Et donc, ces terpènes, c'est quand même super important parce que, notamment d'un point de vue naturopathique, hein, c'est très proche ça a des principes thérapeutiques très proches de ceux des huiles essentielles. Donc, de la même façon, par exemple, que la lavande va avoir des vertus apaisantes, que le pinène, qui est donc ce qu'il y a dans les aiguilles de pin, va avoir des vertus bronchodilatatrices. Voilà, le citrus, donc le limonène, ce qui va rappeler le citron, l'agrume va aussi avoir d'autres types de propriétés. On va retrouver ces éléments-là dans la fleur de cannabis aussi. Donc ça, c'est des éléments dont on parle à mes yeux trop peu,
parce qu'on va parler voilà, CBD, 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 alors qu'en fait, ce qui va être super intéressant, ben, c'est tous ces principes actifs qui vont être aussi présents dans la fleur. Euh, voilà, les terpènes. Et voilà, pour revenir bah, forcément à un sujet qui nous concerne vraiment là aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Donc les cannabinoïdes, bah, c'est des molécules qui vont être produites aussi bah, dans ces trichomes là que je vous ai détaillés, là ces petits champignons. Ils sont produits donc sur la fleur de cannabis. Euh, on en on en a compté aujourd'hui, identifié plus d'une centaine. Donc les plus connus, bah, forcément, vont être le THC, le CBD. Il y en a d'autres qui commencent aussi à être assez popularisés et que vous allez certainement entendre parler dans les années ou les semaines ou mois à venir, qui sont le CBG, CBN. Voilà. Aujourd'hui, on va principalement parler du CBD. Je vais dire un petit mot sur le THC aussi. Mais donc, on a toutes ces molécules qui sont produites dans la fleur. Et juste petite remarque, à savoir qu'à l'état naturel, c'est-à-dire quand vous avez une fleur que vous allez récolter, c'est pas du CBD, c'est pas du CBD ou du THC que vous allez trouver, mais c'est leur forme acide. Et c'est pour ça qu'il faut chauffer ces cannabinoïdes, c'est pour ça qu'il faut chauffer la matière, la fleur, pour activer d'une certaine façon ces molécules et les transformer dans leur forme non acide. Et bon, c'est un petit peu technique, mais c'est ce qu'on appelle la décarboxylation, et c'est pour ça que les personnes qui ont déjà fait, ce qu'on appelle des space cakes, hein, tout simplement, c'est-à-dire des choses qu'on va manger avec des principes actifs de cannabinoïdes. Il faut déjà pouvoir faire chauffer la matière un certain nombre de temps à une certaine température pour qu'elle soit activée. Donc voilà, et ça c'est intéressant parce que nous, le CBDA, donc la forme acide du CBD, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui a une forme donc un peu différente du CBD, mais qui a aussi une action sensiblement différente, qui est très bien absorbée par l'organisme et qui est un anti-inflammatoire aussi très, très intéressant. Donc nous, on en a dans pas mal de nos produits. Donc les cannabinoïdes, donc on a le CBD, forcément, donc c'est le sujet du jour. Le CBD, c'est l'acronyme de cannabidiol. Donc c'est une molécule qui est non psychotrope, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'altération de conscience à proprement parler, on ne va pas avoir d'euphorie. Voilà, bon, c'est toujours des mots qui sont un peu délicats à poser parce que, à titre personnel, j'ai aussi du mal à poser ces mots-là sur le THC de façon arrêtée. Chacun peut réagir différemment, mais bon, on n'a vraiment pas du tout ce côté altération de conscience avec le CBD. Et c'est une molécule qui est non addictive, avec laquelle on ne développe pas de tolérance, pas d'accoutumance. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui avérées, qui sont documentées et validées par l'OMS. Donc voilà, on a cette molécule donc de CBD, on a son cousin germain, qui est le THC, qui est un peu la molécule maudite dans le cannabis, maudite tout simplement parce que là, ces vertus psychotropes, d'altération de conscience, que les personnes qui ont déjà consommé du cannabis récréatif connaissent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des effets un peu euphorisant, on va dire. Sur certaines personnes, on va avoir des effets très, très calmants, mais bon, en tout cas, on a quand même une action très différente du CBD sur le système nerveux, sur les récepteurs dans le cerveau, notamment avec le THC. THC, l'acronyme, c'est tétrahydrocannabinol. Et c'est cette molécule, le THC, qui est très contrôlée en France, c'est-à-dire tout simplement qu'on a un taux maximum qui est autorisé dans les produits finis et dans les plantes qu'on va cultiver. Et c'est cette molécule qui va être testée dans les contrôles routiers, dans les contrôles antidopage. Donc voilà, donc c'est aussi, pour information, quand même une molécule qui a des vrais intérêts thérapeutiques, qui sont très documentés aussi. Dans les pays dans lesquels on a accès au cannabis thérapeutique, le THC est très largement utilisé, même chez les populations jeunes. Quand il est bien dosé en association avec certaines molécules, il n'est pas forcément psychotrope tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en France, en tout cas, on ne peut pas vraiment en parler parce que du coup, c'est une molécule qui est très vite illégale, en dehors des essais thérapeutiques qui ont commencé il y a quelques mois en France. Mais bon, c'est quand même bien de vous rappeler un petit peu ce que c'est
le THC. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, en fait, quand les chercheurs, notamment en Israël, dans les années 60 jusqu'au début des années 90, ont essayé de comprendre en fait comment tous ces principes actifs du cannabis agissaient sur notre organisme, parce que on constatait bien son action apaisante, anti-inflammatoire, anticonvulsive. Bon, il y avait des choses qui étaient constatées, mais ils avaient du mal à comprendre pourquoi ça agissait de façon si remarquable sur des domaines aussi variés. Et donc là, c'est un professeur israélien qui est vraiment une légende dans le milieu de la recherche du cannabis, qui s'appelle Raphaël Mechoulam, qui est arrivé jusqu'à l'identification en fait d'un système complexe dans notre organisme qui s'appelle le système endocannabinoïde. Il lui a donné tout simplement ce nom de cannabinoïde parce qu'il a été découvert grâce à l'étude du cannabis. Endo pour endogène, c'est-à-dire que c'est un système qui est présent naturellement dans notre organisme. Donc ce système, pour schématiser, pour simplifier, parce que c'est un sujet à part entière, mais qui est central et qui, à mes yeux, moi, pour tous les praticiens, notamment des naturopathes qui vont avoir une sensibilité un peu différente de certains médecins, je pense que c'est une clé vraiment pour plein de clés compréhension pour plein de domaines. Donc, on a un système, en fait, de maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire un système qui va permettre, un système de communication intracellulaire qui va permettre de maintenir l'organisme dans un état stable d'équilibre, d'homéostasie. Donc c'est un système qui est composé de récepteurs qui sont répartis de façon très dense, très homogène dans notre organisme, donc très densément représentés dans tout le système nerveux, dans le cerveau, mais aussi dans tout le système digestif, reproductif. Voilà, vraiment, on va retrouver des récepteurs de ce système endocannabinoïde partout. On va retrouver des messagers. Donc, ces messagers, on va leur donner le nom d'endocannabinoïdes. Donc, ça veut dire des cannabinoïdes qui vont être produits par notre organisme. Les deux plus connus sont l'anandamide et le 2-AG. Donc ça, c'est des messagers qui vont permettre d'activer ou de désactiver, de sensibiliser différemment ce système endocannabinoïde. Et on va avoir des enzymes qui vont dégrader ou plus ou moins du coup ces messagers. Et en fait, ces messagers, ils vont avoir une forme très proche des cannabinoïdes qu'on va retrouver dans la plante du cannabis. Donc c'est ce qui le rend le cannabis si remarquable, c'est qu'en fait, il va quasiment mimer les messagers qui viennent agir sur ce système de contrôle majeur de notre organisme. Et pour revenir vraiment sur ce système, il y a certains chercheurs aux États-Unis qui estiment que donc, ce système découvert dans les années 90, qui est encore trop peu étudié aujourd'hui dans les écoles de médecine, on estime qu'il y a peut-être 15-20% des écoles aux États-Unis, dans les écoles de médecine qui en parlent. En France, je crois que c'est encore moins que ça. Et bon, ça, vous pourrez me le confirmer, mais je pense que c'est très, très peu aujourd'hui enseigné, alors que c'est pas du tout quelque chose de confidentiel. C'est vraiment comme si aujourd'hui, vous faisiez des études de médecine et qu'on ne vous parlait pas du système nerveux presque. C'est-à-dire que c'est vraiment aberrant, alors que c'est quelque chose qui va pouvoir expliquer plein de choses. Et donc, ce système, certains estiment que c'est une des plus grandes découvertes médicales de la fin du XXe siècle, clairement. Il y en a qui mettent ces mots qui sont peut-être un peu exagérés, mais qui l'assument et qui le documentent très bien et qui expliquent en fait que ce système endocannabinoïde, c'est un petit peu comme si c'était le réseau Internet de notre organisme. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que des fois, avec mes études en télécom, je trouve un lien avec le cannabis et son fonctionnement sur notre organisme, dans le sens où on a ce système, en fait, c'est vraiment comme si il permettait à toutes nos cellules, qui seraient un petit peu comme les ordinateurs individuels, de communiquer entre eux. Et quand ce système fonctionne bien, quand tout est fluide, quand le débit est bon, quand on arrive à communiquer et à avoir l'information en réel avec tous les ordinateurs, toutes les pièces, toutes les cellules, on arrive du coup à ajuster, si besoin, les différents paramètres et à maintenir le corps en état d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment une clé. Attends, je vais accepter une nouvelle personne. Hop.
Alors, tac, c'est reparti. Et du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que quand ce système endocannabinoïde ne fonctionne pas bien, eh bien, il peut y avoir pas mal de symptômes, pas mal de conséquences sur notre organisme. Alors, je vous rassure, hein, il ne fonctionne pas bien chez la plupart d'entre nous, dans le sens où, en fait, ça a des origines génétiques, environnementales. Les perturbateurs endocriniens pourraient être liés, le stress, voilà, comme je disais, des origines génétiques aussi. Plein de choses en fait qui vont faire que notre système endocannabinoïde, chez la plupart des occidentaux, fonctionne pas de façon optimale. Ça, c'est très documenté. Je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller regarder du côté d'un chercheur qui s'appelle Ethan Russo. Donc, c'est vraiment un pionnier dans la recherche sur ce sujet aux États-Unis et c'est passionnant. Surtout, encore une fois, pour vous, ça peut vous donner vraiment des outils nouveaux de compréhension et d'explication de pas mal de choses. Parce que du coup, ce qu'on voit, c'est que les déséquilibres du système endocannabinoïde vont avoir un impact sur les douleurs, les inflammations, l'appétit, le sommeil, l'humeur. Voilà, donc ça, c'est des symptômes qui peuvent être liés à d'autres choses, bien entendu. Hein, ce n'est pas la seule explication, mais on a quand même aujourd'hui de la recherche assez précise qui commence à être établie sur des liens, des liens forts entre des déséquilibres du système endocannabinoïde et des symptômes qui sont quand même des symptômes aujourd'hui assez courants. Et il y a des explorations aussi, il y a des études qui sont très, très prometteuses aussi sur des sujets aussi très, voilà, très, très importants comme la fibromyalgie, l'autisme, Alzheimer, qui pourraient en partie être liés à des déséquilibres aussi du système endocannabinoïde. Donc ça, c'est vraiment aussi des fois un éclairage qui est complètement nouveau et qui permet du coup avoir une palette pour vous ici qui va être élargie parce que du coup comprendre qu'en fait ces symptômes-là, ces maladies aussi qui sont des fois des ensembles de symptômes, hein, on a par exemple pour la fibromyalgie, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont des symptômes assez différents sur lesquels on va mettre ce nom de fibromyalgie et au final les moyens qui vont être utilisés vont pas être les mêmes pour chacun et chacun a son rapport différent aussi avec ses déséquilibres. Donc, ce système endocannabinoïde, son étude, son rééquilibrage vont être vraiment fondamentaux et du coup, il y a des façons naturelles, hein, déjà tout simplement de pouvoir agir sur ce système endocannabinoïde. On voit par exemple du coup que l'alimentation, notamment la présence d'acides gras essentiels, va permettre naturellement d'avoir des taux de messagers que je vous ai décrits tout à l'heure, ces endocannabinoïdes qui vont être plus importants. Donc, ça va être, encore une fois, et ça, je pense que vous l'avez vu tout au cours de votre formation, ça va être essentiel, élémentaire d'avoir donc une alimentation équilibrée, notamment avec une présence importante d'acides gras essentiels. Petit rappel, dans la graine de chanvre, vous avez des acides gras essentiels de façon très équilibrée, très, très importante. Donc, ça peut être une des sources intéressantes. L'activité physique, ça, c'est super intéressant aussi. Vous connaissez certainement cette sensation un peu euphorisante qu'on peut sentir quand on va pratiquer une activité physique un peu intense, ce qu'on va appeler en anglais le runner high, c'est-à-dire le côté un peu euphorisant, et du coup, vous pouvez ressentir, il est lié en partie, du coup, à l'augmentation de l'anandamide dans notre organisme. Donc, ces molécules qui sont proches des cannabinoïdes, ces endocannabinoïdes, à savoir que ça a le nom d'anandamide, parce que ananda, en fait, du sanskrit, donc de la langue indienne, qui veut dire la plénitude, la félicité, cette sensation vraiment de quasiment euphorisante. Donc, c'est cette molécule, cette présence de ce messager-là, de l'anandamide, va expliquer aussi ces sensations des fois de bien-être qui peuvent être développées grâce du coup à l'activité physique. On voit que ces molécules-là, l'anandamide, elles sont aussi, leurs taux sont augmentés quand par exemple, quand vous êtes exposé à de l'eau froide. Un orgasme aussi va augmenter nettement ces présences d'anandamide.
Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on peut aujourd'hui, c'est des outils sur lesquels on peut utiliser pour essayer de tirer ce système endocannabinoïde vers le haut et le réactiver, le dynamiser et le maintenir à l'équilibre. Et ben, du coup aussi, les perturbateurs aussi du système vont être, comme je disais tout à l'heure, le stress, l'alcool, certaines substances voilà, qui peuvent être chimiques. Et du coup, voilà, je parlais aussi de choses qui peuvent le permettre de réactiver. On a aussi des études intéressantes autour de la méditation, du yoga, qui pourraient sensiblement permettre à ce système d'être tiré à l'équilibre. Donc ça, vraiment, c'est super intéressant et ça explique aussi pas mal de choses, à savoir qu'on est en train de faire aussi beaucoup de liens, en fait, entre ce système endocannabinoïde et des choses qui sont documentées dans la médecine depuis des millénaires, qui ne mettaient pas ce nom de système endocannabinoïde, qui n'avait pas été découvert, mais en fait, qui rejoignent en plein de points ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Donc, même par rapport à différentes pratiques de médecine chinoise, on est en train de comprendre voilà, que certains points d'activation, certaines zones de notre organisme pourraient du coup être liées à ce système-là. Je cherchais un mot, je ne sais plus ce que c'était. Bon, et ben, du coup, on a aussi une façon naturelle de venir équilibrer, dynamiser le système endocannabinoïde, qui est un petit peu à la manière d'un complément alimentaire, qui est d'utiliser le CBD, donc qui est donc un phytocannabinoïde, donc c'est-à-dire un cannabinoïde proche de ceux qu'on va trouver dans notre organisme et qui va être d'origine végétale, donc phyto. Et le CBD, un peu pour schématiser, voilà, va être en fait une façon de dynamiser le système endocannabinoïde. En fait, il va avoir plusieurs mécanismes d'action, mais les deux principaux vont être il va agir sur la dégradation naturelle de l'anandamide, c'est-à-dire que, encore une fois, quand les taux d'anandamide sont élevés dans notre organisme, en général, on a un système endocannabinoïde qui est très dynamique, très opérationnel. Le CBD va permettre d'agir sur une enzyme qui vient dégrader l'anandamide et du coup, en bloquant cette enzyme, on va réussir à maintenir des taux d'anandamide élevés. Et ça, c'est intéressant chez des personnes qui dégradent trop vite l'anandamide et du coup, qui ont très vite voilà, c'est comme si leur système avait tendance un peu à s'effondrer. Alors, du coup, avec chacun des symptômes qui peuvent être un peu différents. Mais le CBD peut venir jouer sur sur les taux naturels dans notre organisme d'anandamide. Et aussi, on a une action sur la modulation et l'expression des récepteurs partout dans le corps. Donc, pareil, il y a des personnes qui naturellement vont être déficients en expression de récepteurs cannabinoïdes. Et du coup, le CBD, par plusieurs mécanismes, va permettre en fait de les rendre plus actifs ou d'en avoir de façon plus développée dans notre organisme. Ça, c'est à proprement parler sur le système endocannabinoïde, l'action du CBD. Le CBD ne va pas directement venir jouer sur les récepteurs, mais plutôt venir les moduler. Et ça, c'est important parce que c'est différent du coup vraiment à ce niveau-là du THC, qui lui va venir directement se lier à nos récepteurs, notamment dans le système nerveux, dans le cerveau. C'est ce qui explique notamment l'action très psychotrope du THC. C'est qu'on va avoir une action directe du THC sur les récepteurs de notre cerveau, ce qui n'est pas le cas du CBD. Et le CBD, au-delà de son action précisément sur le système endocannabinoïde, qui est donc une clé d'explication de plein d'actions aujourd'hui qu'on observe avec le CBD, il a aussi d'autres mécanismes très, très variés, très différents, très complexes, et ce qui explique aussi que ce n'est pas forcément évident à tous les niveaux de vous dire exactement comment le CBD va agir, parce qu'en fait, on va avoir un champ d'action très, très large. On a aujourd'hui identifié plus de 65 cibles dans l'organisme sur lesquelles va pouvoir potentiellement agir le CBD, notamment par exemple des récepteurs de la sérotonine, la dopamine, le neurotransmetteur GABA, le TRPV1 qui est le récepteur vanilloïde, qui est un récepteur qui va être lié à l'expression de la douleur par exemple. On a aussi une action sur la modulation de la cortisol par exemple. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui est faite aujourd'hui sur tout ça. Donc, ce que je veux vraiment souligner là, c'est qu'en fait, ce serait trop simple de résumer le CBD à une action spécifique, mais c'est ce qui le rend aussi très, très
enfin, qui explique son champ d'action très large et qui fait aussi que bah, son action va être propre à chacun. Parce que du coup, on va avoir une action qui est adaptée aux besoins de chaque organisme, qui du coup le rapproche un peu d'un adaptogène. On pourrait quasiment le mettre dans la catégorie des adaptogènes avec une action qui va être propre à chacun, mais du coup quand même une action sur des récepteurs et des sites très, très, très nombreux, quoi. Bah, du coup, ouais, pour maintenant rentrer un peu plus sur les actions sur chacun des domaines qui vont vous aussi vachement vous intéresser hein, d'un point de vue thérapeutique. Donc, un des domaines sur lesquels on est très souvent sollicité avec le CBD, bah, ça va être les douleurs de type inflammatoire. Donc, les plus courantes, nous, pour lesquelles on est consulté en général, ça vont être bah, des douleurs d'arthrose, des polyarthrites, des certaines formes de blessures inflammatoires aussi. Bon, on a pas mal de choses à ce niveau-là. Bon, en plus de je vous apprends rien à ce niveau-là, mais l'inflammation est en général la source de plein de maladies, plein de symptômes, plein de douleurs. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir une action sur l'inflammation à la base. Et le CBD, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va réduire les niveaux de cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est une des clés d'explication voilà, de son action anti-inflammatoire. Il va inhiber la prolifération des cellules T en induisant leur mort cellulaire, leur apoptose. Et on va avoir aussi une réduction des migrations et l'adhésion des cellules immunitaires. Donc voilà, ça c'est vraiment trois des mécanismes d'action du CBD sur l'inflammation qui font que bah, c'est très prometteur et que chez certaines personnes en tout cas, c'est assez radical, avec une action en plus de ça anti-inflammatoire du coup qui est différente de la plupart des anti-inflammatoires que vous trouvez dans la pharmacopée, parce qu'on a une action là qui est assez générale, en tout cas, qui peut avoir une action sur différents types d'inflammation, différents sites, différentes cellules inflammatoires, et du coup, aussi, bah, sans les effets secondaires de beaucoup d'anti-inflammatoires. On a aussi forcément beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont du mal à supporter les anti-inflammatoires sur des durées longues quand ils sont atteints d'inflammation chronique. Donc, le CBD en complément, en tout cas, ou en alternative, peut être une solution intéressante. Encore une fois, à chaque fois, les gens doivent essayer. Il n'est pas question pour nous de dire, voilà, prenez ça, vous verrez, c'est un anti-inflammatoire. Mais en tout cas, on a aujourd'hui beaucoup d'études et beaucoup d'observations sur ça. Alors, l'un des deuxièmes domaines sur lequel le CBD est très largement utilisé aujourd'hui, bah, c'est sur le sommeil. On entend beaucoup de promesses à ce niveau-là. À titre personnel et de par notre expérience, c'est toujours délicat aussi avec le sommeil. On voit que le sommeil est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Ça va être très difficile de généraliser. Le CBD, c'est pas un sédatif, c'est pas un somnifère. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez prendre 4 gouttes de CBD avant de dormir que vous allez vous écrouler et vous réveiller le lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a plus une action analgésique, une action apaisante. On a plus une action, bah, du coup, comme je vous disais, anti-inflammatoire, qui chez certaines personnes va permettre d'avoir un sommeil plus réparateur parce que bah, du coup moins gêné par certaines douleurs inflammatoires. On a surtout, bah, du coup, encore une fois, ce système endocannabinoïde qui est impliqué dans la régulation des cycles circadiens, donc ces cycles naturels du sommeil. Et en fait, voilà, c'est plus à ce niveau-là, progressivement, que le CBD va pouvoir avoir cette action sur la qualité du sommeil plutôt que vraiment sur l'induction du sommeil. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que certains vont l'utiliser même en complément de mélatonine, par exemple, pour avoir la mélatonine qui va être plutôt sur va plutôt déclencher, on va dire, le sommeil, et le CBD qui vient maintenir le sommeil, venir recaler les cycles. Et souvent, en fait, les gens qui trouvent vraiment un intérêt dans le CBD sur le sommeil, ils vont souvent faire état d'un sommeil plus régulier, plus réparateur, se réveillent le matin plus reposés. Quand ils se réveillent la nuit, ont plus de facilité à se rendormir, ont moins de mental qui repart au galop. Donc ça, c'est voilà, des choses qu'on observe, mais je me méfie toujours voilà, des promesses thérapeutiques vraiment trop définitives, surtout avec le CBD. Donc
Voilà, c'est pas parce que vous prenez 3 gouttes de CBD avant de dormir que vous allez passer la meilleure nuit de votre vie. Il y en a chez qui c'est le cas, il y en a chez qui ça va même être l'inverse, c'est-à-dire que le CBD va être presque un énergisant, un excitant. Et du coup, chez ces personnes-là, il faudra plutôt prendre le CBD un peu plus tôt dans la journée. Voilà, donc ça, c'est des signes, quelque chose dont on va reparler, c'est du fait que l'expérience avec le CBD, elle est assez personnelle et que ça va être difficile de généraliser. Euh, voilà, dans le triptyque, on va dire, hein, des domaines sur lesquels il va être vraiment très sollicité le CBD, on a l'anxiété, le stress. Bon, on a une société aussi qui est très exposée à ces stimuli. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une action de modulation du neurotransmetteur GABA. Le GABA, c'est vraiment cette pédale de frein du système nerveux qui va vraiment induire quand même cette sensation apaisante. Donc ça, c'est une action qui est assez bien documentée. On a une augmentation des taux d'anandamide encore que je vous décrivais, ce sont les mêmes qui sont générés quand vous faites de l'exercice par exemple. Donc cette augmentation aussi, on observe que plus le taux d'anandamide sont élevés, plus les symptômes de stress et d'anxiété en général sont bas. Ça, c'est des études qui ont été conduites en laboratoire, principalement aujourd'hui chez des rongeurs. Donc c'est pas forcément évident de tout traduire et tout ramener sur la partie humaine, surtout dans les domaines du stress et de l'anxiété. Mais voilà, c'est quand même aujourd'hui des choses qu'on observe assez bien. Et on a aussi surtout une action sur les symptômes du stress et de l'anxiété, comme le sommeil, comme des symptômes digestifs, parce que du coup, on a souvent aussi une contraction, des contractions musculaires, des contractions, une perturbation hein, même de la microbiote, des choses comme ça, qui peuvent être du coup aussi liées à la régulation du système endocannabinoïde. Les deux vont être liés. Donc, c'est un ensemble complexe. Pareil, comme pour le sommeil, il n'est pas question de dire, voilà, prenez du CBD, vous allez voir, le stress va disparaître. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, surtout quand c'est d'ordre chronique. Mais on a aussi beaucoup de personnes chez qui ça, voilà, on a vraiment une action apaisante, une action calmante, sans être du tout, voilà, on ne se sent pas ramolli, on ne se sent pas défoncé, hein, pour utiliser un terme qui est souvent associé au cannabis. On a vraiment quelque chose qui est plus d'ordre apaisant. C'est le mot, je pense, qui va le mieux. Euh, on a une action intéressante aussi du CBD, qui est l'action cutanée, donc l'action sur la peau. La peau, c'est un des organes les plus densément équipés en récepteurs cannabinoïdes. Hein. Bon, c'est pas un hasard, c'est l'organe le plus vaste de l'organisme, avec du coup des récepteurs répartis de façon très homogène. Du coup, c'est pas un hasard que le CBD agisse bien sur la peau. On va retrouver cette action anti-inflammatoire, cette action apaisante, analgésique, antibactérienne. Donc, on va avoir beaucoup de personnes qui vont l'utiliser soit pour des douleurs peu profondes, donc aussi même pour l'arthrose, des douleurs des tendons, des petites personnes qui ont pris des coups, des choses comme ça. En général, on va avoir une action très apaisante localement. Et après, donc, au niveau vraiment de la peau à proprement parler, ça va être souvent utilisé pour calmer l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des boutons de fièvre sur lesquels on a aussi des super retours, de la cicatrisation et des démangeaisons, même hein, par exemple les piqûres de moustiques, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très, très prometteur et ça, on découvre vraiment, grâce à nos usagers aussi, beaucoup d'actions qu'on n'avait pas forcément envisagées. Certaines personnes l'utilisent du coup même pour le côté douleurs de règles, hein, des femmes qui l'utilisent au niveau de leur bassin, enfin de leur ventre pour ça. Voilà, d'un point de vue général, ça va favoriser la régénération des cellules de la peau et limiter la propagation des cellules endommagées aussi, quoi. Donc même certaines personnes l'utilisent même comme une crème, comme crème de nuit ou des choses comme ça, quoi. Et d'autres pistes aussi, donc d'autres domaines qui sont dans lesquels on va trouver des usages du CBD. On pourrait en parler des heures, mais donc là, je vais résumer un petit peu. Donc, comme je vous disais, on a les douleurs menstruelles aussi. Beaucoup de femmes l'utilisent pour ça. Au moment des règles, juste un petit peu en amont, et elles renforcent l'usage à l'approche des douleurs. De plus en plus de femmes l'utilisent aussi pour qui sont atteintes d'endométriose. Donc ça, c'est aussi un sujet à part entière, mais on a des résultats très très prometteurs dans ce domaine-là.
Pour le traitement des migraines, des céphalées, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus, sur l'usage du chanvre et du CBD pour le traitement des migraines, soit pour éviter les stimuli qui déclenchent les migraines, donc s'ils sont d'ordre voilà, physique ou psychologique, soit vraiment pour calmer la migraine d'un point de vue vraiment douleur et inflammation. Donc ça, on a aussi des bons retours là-dessus. Et dans beaucoup de maladies auto-immunes aussi, l'Alzheimer, et puis Alzheimer, sclérose en plaques, et dans des cas d'épilepsie aussi. C'est souvent les cas les plus choquants, on va dire, les plus marquants, si vous avez déjà vu ces vidéos d'enfants qui prennent du CBD, d'enfants épileptiques qui prennent du CBD et qui arrivent à réduire drastiquement les épisodes des crises et l'intensité des crises. Donc ça, vraiment, ça, c'est des domaines d'ordre médicaux. Moi, c'est très difficile aujourd'hui forcément d'aller conseiller précisément les parents sur ces domaines-là, parce que c'est souvent des patients qui sont très médicalisés, qui utilisent beaucoup de médicaments, qui sont potentiellement pharmacorésistants aussi. Donc, voilà, c'est des choses qui doivent être suivies, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de recherches très prometteuses dans ce niveau-là aussi. Voilà, donc là maintenant que j'ai un peu expliqué ce qu'on pouvait en attendre et dans tous les domaines dans lesquels ça pouvait agir, c'est intéressant aussi de vous reparler de comment on fait un produit au CBD, que vous compreniez aussi quelles sont les différences sur le marché et d'où ça vient et comment on va du coup les recommander. Donc juste un petit point légal, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi qui ne sont pas toujours fondées. Les plants qui vont être utilisés pour cultiver le CBD sont des plants dans lesquels il y a 0,3% de THC au maximum, donc au moment de la culture. Dans les produits finis, vous pouvez aussi retrouver ces 0,3% de THC. Mais donc voilà, tout ça, déjà, les variétés auxquelles on a accès pour cultiver, pour la culture, elles vont être déjà assez contrôlées. Il faut être agriculteur, il faut avoir voilà, des certificats et des autorisations. Il n'est pas question encore malheureusement en France de faire de l'autoculture, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cultiver 10 plants de CBD dans votre jardin sous prétexte qu'il n'y a pas de THC et que vous l'utilisez pour. Malheureusement, ce sera encore considéré comme une culture illicite de drogue. Donc, faire quand même un peu attention, bien que les choses sont susceptibles d'évoluer assez rapidement à ce niveau-là. Du coup, la culture, aujourd'hui, elle est faite en France en partie, mais il y a aussi surtout de la culture qui est faite à l'étranger. Les gros marchés aujourd'hui, c'est en Suisse, en Italie, en Autriche, en Allemagne et en Europe de l'Est. Donc la majeure partie de la matière que vous allez trouver sur le marché français, elle ne vient pas de France, ce qui n'est pas forcément grave en soi, d'un point de vue qualitatif, parce qu'ils sont des marchés qui sont bien structurés. C'est plutôt dommageable au niveau vraiment industrie française. Mais voilà, aujourd'hui, on a de la culture qui est faite en extérieur et sous serre, qui va nous permettre d'extraire au final les principes actifs avec des extractions qui vont être principalement par CO2. Donc c'est une façon d'extraire les principes actifs dans la fleur de façon assez saine et respectueuse des principes actifs. Donc voilà, c'est assez simple, hein. On fait pousser la plante, on fait en sorte de garder vraiment les parties les plus riches en cannabinoïdes et en principes actifs, et on va les extraire pour avoir ces principes actifs et les utiliser dans différents types de produits. Du coup, dans les différents produits CBD que vous allez trouver sur le marché, donc il y en a, je vais en parler vraiment de 3 catégories, parce que il y en a tellement aujourd'hui que ça va être compliqué, ce serait compliqué de tous les détailler, mais je pense que c'est à nos yeux en tout cas les 3 principales familles. On a la partie brute, hein, qui va être les fleurs. Donc les fleurs, c'est ce que vous allez trouver, comme je vous disais, dans les CBD shops, par exemple. C'est-à-dire que c'est ce que vous allez pouvoir fumer. Petit aparté à ce niveau-là, moi, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas. La combustion et l'utilisation de tabac avec la fleur, quelle qu'elle soit, la fumée, c'est pas quelque chose que, notamment d'un point de vue médical, vous allez pouvoir recommander, parce qu'il va y avoir l'association avec de la nicotine, tout ce que ça entraîne, et la combustion en plus, qui n'est pas quelque chose qui est souhaitable, qui est certainement cancérigène. Il y a d'autres façons de consommer la fleur qui sont beaucoup plus saines, qui vont être la vaporisation. Donc c'est
vous utilisez un petit dispositif qui va vous permettre de chauffer la fleur et d'extraire ses principes actifs sans passer par la combustion et sans mettre du tabac. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, surtout si vous avez des patients, vous, qui vous disent qu'ils fument du CBD, que ça leur fait du bien, tant mieux, mais du coup, sensibilisez-les potentiellement sur un usage plus sain de la fleur, de consommation de la fleur. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'en France, en tout cas, on manque beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Donc voilà, donc la fleur qui va être principalement utilisée pour ça, les tisanes, hein, dans lesquelles vous allez trouver des bouts de fleurs ou des bouts de feuilles et qui vont être mélangés avec d'autres plantes. Donc ça, les tisanes elles sont pas mal utilisées pour le côté détente et sommeil aussi. Chez certaines personnes, ça fonctionne bien. On n'a quand même pas du tout les mêmes niveaux d'absorption dans l'organisme, mais bon, certaines personnes trouvent que vraiment ça les détend bien, et donc tant mieux. Et après, on a tout ce qui va être les extractions qui vont être mélangées à certains supports. La plus connue, ça va être les huiles sublinguales. Donc nous, c'est notre produit majeur. Donc c'est des huiles. Donc c'est de l'extraction. On va la mélanger à une huile porteuse qui va être par exemple de l'huile de graines de chanvre, l'huile de tournesol, l'huile de coco. Ça, c'est des huiles. Après, donc c'est des gouttes que vous allez placer sous la langue qui vont pénétrer dans l'organisme via les muqueuses qui sont sous la langue. Voilà, ça, c'est des produits qui vont assez bien être assimilés par l'organisme et qui vont permettre d'avoir un dosage assez précis, qui sont souvent des produits qui sont assez naturels, qui peuvent être assez peu transformés, du coup, si l'extraction est bien faite. Voilà, l'inconvénient de l'huile, c'est que chez certaines personnes, bon, c'est pas forcément évident de compter le nombre de gouttes qui vont être amenées à utiliser, et ça peut aussi avoir un goût qui peut être assez puissant, notamment quand les produits sont assez proches de ce qu'on a dans la plante. On a quand même des produits des fois qui sentent qui ont un peu un goût de végétal amer, mais bon, on s'y fait. Et en général, c'est des produits qui ont une action rapide aussi, entre 5 et 10 minutes, et qui peuvent être ressentis sur quelques heures. Dans le même principe, on a les gélules. Donc, ces principes actifs, ils vont être placés dans une gélule. Vous allez l'ingérer. Ça va passer par le système digestif. Du coup, ça va mettre un peu plus de temps à être ressenti, mais on va avoir une couverture après qui va être un peu plus longue. Du coup, donc, pour les personnes qui ont besoin d'une action, par exemple, anti-inflammatoire pendant la nuit, ça peut être assez intéressant. Et les personnes qui ont du mal avec le goût, et les personnes qui ont du mal avec les dosages. Donc, par exemple, là, moi, j'ai des clients très âgés, plus de 90 ans, pour qui l'huile, c'était trop compliqué parce que peuvent avoir un peu de spasticité et du mal à comptabiliser les gouttes, alors qu'une gélule, c'est plus simple. Donc ça peut être aussi une alternative intéressante. Et après, on a tout le côté usage cutané, comme j'ai décrit, du coup des baumes, des crèmes. Donc là, pareil, sur le marché, franchement, vous allez trouver aujourd'hui plein de choses à ce niveau-là. Voilà, je peux les citer aussi, hein. Il y a des patchs, il y a des suppositoires, il y a des produits pour le bain. Ça, c'est les moins farfelus. Et après, vraiment, le problème aujourd'hui sur le marché, c'est que le CBD, c'est devenu un argument marketing. Donc, c'est que vous allez trouver du CBD partout, avec des pizzas au CBD, voilà, je n'ai même pas envie de citer toute la liste, mais il faut quand même aujourd'hui se rappeler ce que c'est, tous ces principes actifs que je vous ai décrits, leur action. Il faut essayer d'être sur des produits les plus complets, les plus proches de ce qu'il y a dans la plante, essayer d'avoir, à nos yeux en tout cas, le moins d'ingrédients possible. Nous, c'est notre parti pris, c'est-à-dire qu'on ne va pas associer le CBD à 5 autres adaptogènes, 5 autres plantes, sous prétexte que les autres plantes induiraient l'apaisement, le sommeil. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre sur le CBD déjà en tant que tel, et le CBD et tous les principes actifs qu'il y a dans la plante de cannabis. Du coup, essayez plutôt d'être sur un produit proche vraiment de la forme naturelle, même si ce produit est un peu puissant au niveau du goût. En général, c'est les produits qui vont être les plus efficaces. Et ça, c'est intéressant aussi vraiment pour favoriser ce qu'on appelle l'effet d'entourage. L'effet d'entourage, c'est l'effet en synergie de toutes les molécules qu'on va trouver dans la plante. Voilà, un petit peu comme ça va toujours être plus intéressant de manger une orange, un kiwi, parce que vous n'allez pas que avoir la vitamine C. La vitamine C, elle va être mieux absorbée, mieux assimilée par l'organisme, parce qu'elle est entourée de plein d'autres choses qui ne sont pas forcément présentes quand vous allez prendre une pastille d'acide ascorbique de vitamine C. Donc c'est un peu la même approche qu'on a nous avec le CBD. C'est mieux vaut laisser la chance à cet équilibre naturel qu'on a dans la plante.
Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à retrouver dans tous les produits sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont faits à partir de ce qu'on appelle des isolats de CBD. Donc, ça veut dire du CBD qui a été isolé, extrait, purifié à fond, qui a vraiment du coup été qui se retrouve voilà, dans du seul et qui va être mélangé après à une huile porteuse. Mais en général, ce qu'on observe avec ces produits-là, c'est qu'il va falloir beaucoup plus de produits pour avoir une action significative. C'est pas forcément grave, mais en général, c'est plutôt une histoire d'efficacité, donc de coût. Donc, bon, en tout cas, nous, c'est pas notre positionnement. Dans les choix des produits et dans le dosage aussi, dans les conseils que vous allez être amené à faire, ben, il faut savoir que le CBD, ça a une action biphasique, c'est-à-dire que l'efficacité avec le temps et la quantité, elle va être un peu en cloche, c'est-à-dire que plus de produits ne signifie pas plus d'effets, au contraire, c'est-à-dire qu'avec le temps, il est possible que plus vous prenez de produits, moins ça va être efficace. Et mieux vaut donc y aller progressivement, commencer bas, être régulier, patient, essayer d'être conscient de l'action du produit sur son corps, vraiment laisser le temps et en fonction de ça, ajuster les apports, ajuster les dosages et en ayant en tête du coup voilà, cette efficacité en cloche, c'est-à-dire qu'essayer de trouver son point d'équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, ben, plutôt essayer de réduire les dosages et essayer de trouver jusqu'à voilà, à partir de quel dosage vous avez l'impression que ça agit moins bien et essayer comme ça de régler de façon assez précise en fait le dosage qui vous est adapté. Parce qu'en fait, on a beaucoup de personnes qui disent ouais, moi j'ai un besoin important, du coup je vais prendre un 15, 20, 30% parce que bah, du coup j'ai très mal, il me faut un produit très fort, et bah, le CBD ça n'agira pas comme ça et je pense que vous êtes aussi sensibilisé à ça en naturopathie. C'est pas parce qu'on prend beaucoup de quelque chose qu'on va avoir beaucoup d'effets, au contraire. Voilà, donc ça c'est super important parce que le marché n'a pas, à mes yeux, pas trop compris. C'est on voit du coup tous ces gens qui se tournent vers des produits très dosés en pensant que ça va avoir une action rapide et puissante, alors qu'en fait mieux vaut avoir un produit très complet, pas forcément très dosé, mais essayer de trouver comment ça agit sur son corps. Et en général, à terme, l'action elle sera beaucoup plus intéressante que se tourner vers des produits chers sous prétexte qu'ils sont très dosés, quoi. Dans les contre-indications et les effets secondaires, il y a, il y a peu de choses qui sont, je préfère rassurer, il y a peu de choses qui sont vraiment aujourd'hui à souligner. Il n'y a pas de cas graves en interaction avec le CBD et le cannabis en général quand il est de qualité. Ce qu'on va quand même recommander, nous, c'est d'espacer de 2 heures avec les prises de médicaments en général. Ça, c'est quand même super important. De bien laisser les médicaments métaboliser dans le foie avant que le CBD soit pris. Donc ça, c'est pour les personnes voilà, qui sont quand même, qui sont notamment amenées à utiliser des antidépresseurs, des hypotenseurs, des choses comme ça. C'est quand même important de l'avoir en tête, espacer de 2 heures au moins pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque. Les seules choses qu'on peut vraiment, sur lesquelles on peut un peu alerter, c'est l'usage notamment d'anticoagulants, par exemple, parce qu'en fait, le CBD va avoir ce qu'on appelle un effet pamplemousse, c'est-à-dire qu'il va inhiber une enzyme qui s'appelle CYP450, qui est une enzyme qui est dans le foie, qui va permettre de métaboliser, de dégrader certains médicaments. Et du coup, le fait de l'inhiber va perturber l'assimilation de ces médicaments. Et du coup, sur certains médicaments, il faut faire assez attention, notamment des anticoagulants, parce que là, on peut avoir quand même une conséquence qui n'est pas forcément souhaitable. Du coup, voilà, si vous avez des médicaments, ou si vos clients ou vos patients ont des médicaments pour lesquels l'usage du pamplemousse est prescrit, moi, je ne recommanderais pas l'usage du CBD. Il y a, je ne l'ai pas mentionné ici, mais nous, on ne peut pas, pareil, recommander le CBD pour les femmes enceintes et pour les femmes allaitantes, même si il n'y a pas de recherche qui viendrait voilà, souligner vraiment un danger spécifique, mais on est forcément plus prudent que de mesures sur ces domaines-là. Pour l'anecdote, c'est ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est que dans le lait maternel, on a des taux on a de l'anandamide qui est très présente. Donc déjà au niveau
bébé, même embryonnaire, en fait, on a le système endocannabinoïde de la maman et du bébé qui sont en interaction et qui sont centrales dans le développement du bébé. Donc, en fait, tout laisserait à croire qu'au contraire, le CBD soit plutôt intéressant à ce niveau-là, mais en tout cas, pour nous, il n'est pas question de le recommander. Voilà, dans les effets secondaires qu'on peut observer, donc pareil, ils sont assez peu nombreux et en général pas graves, mais il faut quand même pouvoir les souligner. On a des maux de tête chez certains. En général, c'est un signal que l'apport a été trop important et trop vite. Du coup, réduire tout simplement, espacer les prises, réduire les dosages. On peut avoir une sensation de bouche sèche aussi, qui n'est pas très gênante, hein, mais qui peut surprendre chez certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Du coup, il faut mieux dans ces cas-là bien boire après avoir utilisé le CBD. Et chez certaines personnes aussi, on peut avoir une petite baisse de tension avec l'usage du CBD, surtout dans les premières prises. Voilà, surtout sur les personnes qui font déjà qui font de l'hypertension, qui prennent des médicaments hypotenseurs. Du coup, faites attention de ne pas tout mélanger. Le risque est faible, mais du coup, quand même, ça pourrait induire une sensation vraiment de baisse d'énergie trop rapide. Du coup, voilà. Et de toute façon, question aussi, c'est les premières fois que vous utilisez le CBD, ne le faites pas avant la journée la plus importante de l'année avec vous avez toutes vos réunions, vous devez conduire 8 heures tout seul. Juste apprenez déjà à observer l'action du CBD sur vous et voilà, ce sera quand même plus sûr pour tout le monde, quoi. On va approcher un peu de la fin de la présentation. Du coup, moi, ce qui est super important aussi, et ce que j'essaie de transmettre aux personnes qui vont être amenées à parler du CBD et à parler de nos produits ou d'autres produits CBD, c'est encore une fois l'importance du suivi des clients. Bon, ça, je pense que pour vous, naturopathes, vous y êtes habitués, hein. C'est pas juste, on ne vend pas juste un produit et on laisse le client dans la nature parce que ce qui va être central, c'est vraiment d'installer de la pédagogie, identifier l'action du produit, adapter l'usage si besoin. On a des gens qui trouvent directement leur usage et qui sont ravis. Mais chez d'autres personnes, ça va demander plus de temps. Ça va demander d'essayer plusieurs types de produits. Ça va demander de changer les dosages. Donc voilà, ça, c'est important de rester en contact aussi pour que vous, en tant que soit marque, soit praticien, derrière, le client, l'usager soit content. Et surtout, pour lui, qui trouve vraiment son compte et que ça puisse agir de façon optimale sur lui. Parce que moi, je reste persuadé que presque tout le monde peut y trouver son compte, mais pas de la même façon, pas avec la même vitesse. Donc, du coup, ce suivi-là est super important. Et du coup aussi, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur de la connaissance qui est partagée par les usagers, les témoignages, les façons dont les personnes l'utilisent, quel type de produit, à quel moment. Et ça, c'est super important parce que la recherche, elle est malheureusement en retard par rapport à la pratique aujourd'hui. Donc, on est aussi vachement en recherche de partage. Et donc, pour nous, c'est aussi super intéressant de s'appuyer sur les praticiens qui vont être en première ligne et qui vont être capables aussi de recueillir l'information, qui vont aussi, comme pour vous, naturopathes, être capables de dire là, quand moi j'associe le CBD à tel type de produit, j'observe telle action chez certaines personnes. Ça, c'est pour nous super intéressant parce qu'on a trop tendance à être du coup dans des secteurs qui sont cloisonnés et l'intérêt pour nous, c'est vraiment de réussir à se lier du coup avec les praticiens, quoi. Et voilà, du coup, petit mot rapide, moi, nous, on collabore du coup avec les praticiens de santé. Moi, je travaille avec des médecins, des naturopathes, des chiros, des ostéos, des vétérinaires, parce que je ne l'ai pas dit, mais le CBD va agir de la même façon chez les animaux que chez les humains. Donc, pour les animaux qui sont anxieux, stressés, qui font de l'épilepsie ou qui ont des douleurs inflammatoires, c'est intéressant. Donc, on a aussi beaucoup de vétérinaires qui sont intéressés aujourd'hui. On a plein de modèles de collaboration possibles. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourra discuter si jamais vous êtes amené voilà, à proposer des produits CBD. L'essentiel pour moi, c'est de rester disponible. Donc, on fait beaucoup de conférences comme je fais aujourd'hui. On fait beaucoup de formations, de sensibilisation, que ce soit pour les praticiens, leurs usagers. Et encore une fois, je le répète, partage de la connaissance qui, pour moi, est central aussi, que ce soit avec les praticiens de santé et les usagers. Et voilà, je pense que pas mal a été